Nous sommes lundi soir et les Lakers sont menés 3-0 dans une série très intéressante avec beaucoup de choses à dire face aux Nuggets, premier de la conférence Ouest, meilleure équipe bien sûr de cette NBA avec beaucoup de certitudes, avec certains trous d'air, j'ai envie de te dire, des Lakers. On peut tourner ça dans tous les sens, Erwan. On a surtout été impressionné par le niveau global des Denver Nuggets. On va évidemment rentrer dans le détail un peu plus tard de cette série, mais évidemment que les Nuggets, dès le début, déjà sur la saison régulière, on savait qu'il se passait quelque chose, on voyait un step-up défensif, on attendait de savoir ce qui se passait en playoff, parce que moi c'est là que je les attendais. On sait que quand tu as un double MVP dans ton équipe, que c'est une équipe maintenant qui se connaît bien, avec le retour de Jamal Murray, qui était un bon retour, on s'imaginait pas encore qu'il allait être aussi flamboyant et clutch en playoff, même si on connaissait le coffre du bonhomme, on demandait à voir. Bon ben voilà, là en playoff, ils ont franchi, pour moi, je l'ai dit au début des playoffs, je vois une équipe qui peut être championne par ce qui se fait en attaque, par ce qui se fait défensivement surtout, par la manière d'être coaché, par la profondeur, par l'invention de joueurs, par le fait qu'il n'y ait aucun joueur qui passe complètement au travers. Tout ça, ça marche d'ailleurs de l'autre côté aussi pour une autre équipe, mais tout ça, quand on dit les planètes sont alignées, en fait, les planètes, elles ne s'alignent pas comme ça par hasard. En général, tu les alignes. Et eux, j'ai l'impression qu'ils arrivent tout à aligner, l'adresse, des superstars au rendez-vous, super bien coachés, des facteurs X, en veux-tu, en voilà. Donc, ils ont tellement de X dans leur équipe, les Nuggets, que j'ai l'impression que c'est Fred Coppola, leur entraîneur. Très bien, 22h16, on achète. Voilà. Mais en tout cas, voilà. J'ai l'impression que cette équipe-là, j'en veux même pas. Et c'est bizarre de voir LeBron mener 3-0. Mais pour moi, ils tombent contre une équipe plus forte, bien plus forte que les Lakers. Nico, tu es d'accord avec ça? Une équipe bien plus forte. Certes, les matchs sont serrés, mais on sent qu'il y a une équipe qui est plus forte, tout simplement. Ils sont en place, surtout. Toi, c'est pas... Les Lakers, c'est très, très fort. Mais les Nuggets, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qu'ils vont dérouler. Regarde la fin du troisième match. Ils sont tous en place. Tout le monde connaît son taf, tout le monde connaît son modèle, tout le monde connaît son système, sa position à prendre et tout. C'est génial. Ils sont en place, quoi. C'est l'équipe la plus prête des playoffs. On est d'accord, hein. Moi je vais vous rejoindre. Hein. Avant de parler des Lakers et de certains trucs plus précis tactiquement, on est obligé de rendre hommage et donner beaucoup de crédit à ce qui se passe. D'abord, Mike Malone, les discours que je peux entendre, vraiment la proximité, tu vois, le lien qu'il a avec ses joueurs, c'est en fait, c'est de l'ADN de champion. En fait, on peut le dire. Je sais pas s'ils seront champions. Il y a toujours des surprises. Miami est très surprenant de l'autre côté. Il y a plein de choses à raconter. Il n'empêche que cette équipe joue comme une équipe de championne parce qu'elle n'a aucun point faible. En attaque, on l'a beaucoup dit. Hein, l'alchimie d'équipe. Tout le monde est très fort. Et ils ont 10 joueurs. Et ils sont capables. Ils ont pas de pivot remplaçant. Enfin, le plus gros remplaçant, c'est un mec qui dominait il y a 10 ans en NBA. Nico était encore rookie et il était titulaire, le gars. Hein. C'est DeAndre Jordan. C'est la même draft que moi. C'est la même draft que toi. C'est clair. C'est ma draft. Bon, aujourd'hui, il est plus mentor qu'autre chose. Ils ont plein d'arguments et bien sûr qu'il faut commencer par l'attaque parce que c'est une équipe fabuleuse à avoir joué. Je vais commencer comme ça avec une comparaison qui va peut-être vous paraître un peu osée. Mais moi, ils me font penser aux Spurs 2013-2014. Je vous le dis, hein. L'alchimie que je peux voir au sein de cette équipe, l'impact que chaque joueur a, en fait, chaque joueur a son moment. On peut commencer par Jokic et par Jamal Murray, ce serait facile. Mais ce que je vois de KCP, quand je vois dans le match 3 où les Lakers doivent gagner ce match, mais Jeff Green, il met son tir dans le corner à gauche. L'action d'après, Bruce Brown met un tir à 45 à l'opposé. Ils ont chacun leur moment, chacun peut s'exprimer. Et ça en fait une équipe, avant de parler de défense, tout à fait redoutable, au moins sur la partie d'attaque. C'est une équipe qui a beaucoup de rythme. Ils sont très forts sur le ballon posté, sur Nikola Jokic, lui déjà dans le scoring, et tout ce qui se passe autour. Ils sont très forts, et c'est très important en 2023 d'être très fort sur pick and roll ou sur ISO avec ballon porté. Jamal Murray, aujourd'hui, c'est le top du top dans ce qu'il fait sur ses playoffs. Donc sur pick and roll, création de tir, voilà, les tirs, les bad shot makers, il est au sommet de ce qu'il sait faire. Donc tu rajoutes à ça cette espèce de système flex et ces adaptations systématiques. Parce que bon, si tu joues un flex de pépère, comme on jouait tous en KD France à l'époque, bon ben c'est assez facile à lire. Le problème c'est que là, les flex, ils vont faire des backpicks sur les remontées, sur les descentes, le mec finalement, il décide de faire un double, il remonte, il fait un pick and roll. Enfin, les adaptations flex, j'ai vu un article là-dessus en plus. Déjà flex c'est un système où tout le monde est en mouvement, mais là, je trouve que quand tu joues comme ça, flex avec autant et Aaron Gordon en profite.
Tu parles de KCP, c'est que des remontées là-dessus, ou des bouts de chaîne, tu vois. Et Nikola Jokic, sur le jeu, les mecs qui tournent autour, l'opposé, parce que Flex, ce qui est bien, c'est aussi à l'opposé ce qui se passe, les passes, les coupes. C'est un casse-tête. C'est-à-dire que tu t'oublies 2 secondes, un mec comme Schroeder, par exemple, qui est un bon défenseur, dès qu'il s'oublie, il prend des backdoors, il prend des trucs. C'est un vrai casse-tête, c'est une machine à laver offensive. Les Nuggets sur de l'ISO, sur du pick and roll et sur du mouvement sans ballon. Nico, tu as joué contre eux plein de fois ces derniers temps, vous êtes dans la même conférence, etc. Tu nous as dit toute l'année combien pour toi c'était l'équipe la plus impressionnante. Là, ce qu'on est en train de voir, ils sont en train d'exploiter tout. Voilà. Vraiment, je reste côté attaque dans un premier temps, mais ils sont en train d'exploiter leur potentiel d'attaque comme on a rarement vu. C'est pour ça que je parle des Spurs d'il y a 10 ans. Mais c'est pas la comparaison que je donnerais Spurs. Ils sont plus Mavericks 2011, mais 2.0. Ok. Parce que là, quand tu vois la fin, les pick and roll qu'ils jouent, c'est un Jet Terry, Dirk Nowitzki, peut-être en plus fort. Et Aaron Gordon, c'est Sean Marion, KCP, c'est Stevenson en vrai shooter. Ils ont vraiment un groupe autour, je trouve, à la Dallas 2011. Ok. C'est comme ça que Dallas a gagné. Et pour moi, que Dirk a la plus belle bague peut-être de l'histoire. Dirk, la plus dure et la plus belle, individuelle. Et je pense que Denver est un peu plus, rapproche plus d'un Dallas 2011 qu'autre chose. Mais après, c'est là, parce que Dallas était en place. Il se mettait sur Dirk quand il fallait jouer, il narrait le truc. Jet Terry, il décoinçait le truc. Et à la fin, quand ça chauffait, c'était le pick and roll dans l'axe. Jet Terry, Dirk Nowitzki. Un coup, c'était Terry qui avait le ballon en main. Et l'autre, que des fois, c'était Jet Terry qui posait l'écran et Dirk était et c'est exactement ce qui se passe. Là, c'était Jokic qui montait le ballon et c'était Jamal Murray qui posait l'écran. Mais au match 2, c'était l'inverse. Donc, du coup, tu sais pas comment les gérer. C'est un peu ce que les Mavs faisaient entre fin d'année 2000 et début de l'année 2010. C'est un truc qu'on peut lire énormément ces derniers temps, depuis 2-3 semaines, la comparaison avec cette équipe, parce que alors, ils sont pas dans la même timeline, hein, bien sûr. Il y aura pas LeBron en face avec le Heat, LeBron Wade, etc. Et Chris Bosh, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est dans l'impression collective dégagée. On en parle tout le temps. Quand on dit alchimie, en fait, il y a aucune autre équipe en NBA. On parlera de Miami après, hein, mais il y a aucune autre équipe qui dégage cette impression collective de jouer les uns pour les autres, après les autres, pour les autres. Et surtout, tout le monde, Nico l'a dit tout à l'heure, et c'est tellement important dans une équipe de basket, on a tous connu à nos niveaux différents, avec Nico, toi, Thomas, on a tous connu, et même les gens qui jouent peut-être à des petits niveaux, on a tous connu des équipes qui marchent bien parce que tout le monde connaît son rôle et tout le monde l'accepte. Et on a tous connu, à l'inverse, des équipes où ça marche pas parce que les mecs veulent pas accepter leur rôle, et c'est la concurrence systématique, et tu joues pas assez, et j'ai pas les bons systèmes, et je shoot pas assez, et là, on a l'impression que ils ont mis du temps à le construire, hein, et ils ont eu des échecs qui leur ont fait mal, hein, je pense aux dents, nos amis des Nuggets. Mais là, j'ai l'impression qu'ils arrivent, voilà, ils ont mis le temps. On parlait tout à l'heure de victoire avec les Spurs, il faudra mettre du temps, parce que construire une équipe pour jouer le titre, ça met du temps. Eh ben, les Nuggets, voilà, aujourd'hui, ils ont construit quelque chose où tout le monde connaît son rôle. Et tout le monde sait qu'on va donner la balle à Jokic sur les fins de possession, ou quand il est chaud, vas-y Jamal Murray, il n'y a aucun problème. Prends des tirs compliqués, tu les mets, hop, t'en rates un, les 4, ils sont déjà au repli. Tout ça, c'est des petits détails qui font qu'une équipe est championne. Voilà. On va en parler de Miami, on va parler aussi de Boston ouais, c'est gagné pour l'Asvel. Champion. C'est fini, attends, arrête-toi. Raconte-nous le score, donne-moi des stats. Alors, j'ai pas le score, j'étais en train de parler. Champion. Donc, l'Asvel est championne, donc elle s'était menée 1-0, donc samedi, elles sont revenues un partout. Et là, donc, elles gagnent après un super match. Bravo les filles, c'était un super match de basket. Donc, l'Asvel qui fait le doublé, Eurocup championnat. Bravo à Villeneuve d'Ascq qui fait aussi une énorme saison, mais David Gauthier, là, qui est pour sa première année avec l'Asvel, donc champion de France et gagne l'Eurocup. Bravo, il va pouvoir rejoindre l'équipe de France parce qu'on sait qu'il est dans Coupe de France. Finale de la Coupe de France. Pas le triplé, mais finale. Vous voulez vraiment qu'on en parle de la finale de la Coupe de France? C'était pas le meilleur moment de la journée pour l'Asvel. Non, mais 3 finales de titre, c'est pas mal. Nico, on va pas parler de la finale de la Coupe de France. En fait, comme si elle n'a pas existé. Crois-moi que j'y étais, j'ai passé un très mauvais moment. C'était la gueule de bois, la Coupe d'Europe, mais elles sont en finale quand même. Très bien, parce que même des gueules de bois, j'en ai jamais eu des comme ça, moi. Mais après, Elle était pas belle. ça a été vilaine. Bon, bravo l'Asvel ça. et bravo au président propriétaire, Voilà. quel qu'il soit, du Tipeee, du Nico Batum, la famille. Heureusement, alors, Marine Johannes a fait du Marine Johannes très bien à l'intérieur. J'ai hâte de la voir avec il est de là. France l'été, du coup. Et le retour de Julie Allemand sur le match retour face à Bourges a quand même changé énormément de choses. Elles en avaient besoin. Donc c'est pas mieux que quand les Allemands, pas du tout, quand les Belges et les Français sont ensemble. Exactement. Voilà.
a changé pas mal la donne. Donc voilà, Sandrine Gruda est au micro, elle est contente. Elle a aussi un nouveau titre de champion de France. Avec Valenciennes, elle n'a pas dû en avoir des masses parce qu'elle est partie très tôt. Mais voilà, très belle. Bravo filles. Bravo Villeneuve d'Ascq, bravo à Rachid aussi au coaching. Elles ont fait une très belle saison. Écoute, ça sera peut-être pour la saison d'après. En tout cas, voilà, le basket féminin, c'est bonnard. Ok, donc. Et prenez Marine en EDF, quoi qu'il arrive, arrêtez vos conneries. Oui, Nico, j'ai l'impression qu'on est d'accord. On a eu une discussion houleuse entre Erwan et moi contre le reste du monde, puisqu'on était ensemble. J'espère que Marine sera à l'Eurobasket. Ce sera en Israël et en Slovénie. Je dis ça pour elle, mais j'espère une autre fille qui est beaucoup plus proche que nous et qui pour l'instant n'est pas dans les 12. J'ai pas de message à faire passer. Non, mais tais-toi. Ok, j'en dis pas plus. Revenons à la NBA. Parce que c'est moins houleux et qu'on est tous d'accord par rapport aux Nuggets. Je voulais parler d'un homme, messieurs, c'est Aaron Gordon. Alors, on a parlé de Jamal Murray, qui était extraordinaire sur la fin du match 2 et sur la première mi-temps du match 3. Il a mis 50 points en 3 quarts temps. Vraiment une performance historique de play-off. On en est là. Même Jojo l'a pas fait. Bravo à Jamal. Mais on va parler d'Aaron Gordon, parce que nous, on aime parler des autres. Aaron Gordon est un joueur qui s'est métamorphosé aux côtés de Jokic, ou avec Mike Malone, dans le collectif des Nuggets. On lui demandait de défendre, on lui demandait de faire les basses besognes. Il est extraordinaire. Quand Jokic, pour la première fois de la série, est en foul trouble, il est vraiment en galère. Il joue 5 et il est incroyable. Il est capable de beaucoup d'autres choses que simplement dunker, voilà, des trucs a priori à 2 balles. Moi, ça y est, on a tous l'impression qu'il est arrivé à maturité. Pour toi, Nico, est-ce que tu as la même sensation? On voit un mec qui est en pleine bourre, tout simplement. Son trade a sauvé entre guillemets sa carrière. Il était juste à Orlando, il était vraiment répertorié, le dunker. Tout le monde fichait un peu son niveau basket, son QI basket, tout ça. Mais le fit avec lui et Jokic, il est juste génial. Et il devient vraiment très important dans l'effectif. Et c'est lui le backup 5. C'est littéralement lui le backup 5, en fait, quand Jokic sort. Et c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Il est vraiment parfait dans la rotation pour Denver. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. C'est vrai qu'il était raillé. Alors, il y en a qui disent que à Orlando, il avait pas le QI basket et tout. Je sais pas si. Je pense que l'environnement n'était pas aussi très bon. Je pense que lui, en tant que jeune joueur drafté haut avec des attentes, a voulu peut-être aussi être un joueur qu'il ne peut pas être et qui ne sera jamais. On le voyait quand même beaucoup porter la balle, jouer des pick and roll. Moi, je me souviens qu'Orlando, il voulait peut-être être un joueur qui voulait pas être. Alors, le contexte fait que le coaching, au bout d'un moment, quand t'as un coach aussi où tu comprends pas ce qu'il veut faire, tu fais aussi toi ce qu'il veut. Et ça l'a poussé à faire des choix par moments qu'on trouvait un peu cata. Mais en fait, quand je le vois faire ce qu'il faut aujourd'hui, alors certes, le schéma Nuggets l'a aidé et l'a recadré. Et surtout, lui, il est devenu un joueur où il s'est dit, mais je serai peut-être pas un All-Star, je serai peut-être pas le numéro 1 d'une équipe. Par contre, je vais être un rouage essentiel d'une équipe qui joue le titre. Et c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Et quant à ça veut dire que à la base, t'étais quand même un joueur intelligent. Après, quand t'es dans des contextes de merde, au bout d'un moment, quitte à perdre des matchs, autant que je porte la balle et que je prenne des tirs. C'est souvent le cas. Quand tu gagnes des matchs et que t'as un projet, je vais me mettre dans le collectif. C'est comme ça que ça marche. Et puis, on peut aussi dire que lorsque tu es jeune, quatrième choix de draft, tu dois aussi aller dans tes limites. Ça fait partie du jeu. Les mecs sont surpayés, ont beaucoup de hype, t'as beaucoup de ballons. Encore heureux que tu fasses des erreurs avant d'être dans un projet pour gagner. Tout le monde n'a pas la chance d'arriver dans les projets où tu gagnes direct et t'es porté par un collectif. N'oublions pas que les Nuggets vont le chercher parce que quelque part, ils sont, eux, dans l'ambition de monter une équipe pour jouer le titre et ils vont le chercher lui. Tout à fait. Et en lâchant Gary Harris. Ils les aimaient beaucoup. Il avait une super cote, Gary Harris. On pourrait parler de KCP qui, honnêtement, est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il est très vocal dans l'effectif. On se souvient que l'année dernière, il était à Washington du côté des Wizards. Depuis qu'il est arrivé, c'est un des leaders du groupe, un moteur du groupe. Les champions. C'est le trade de l'année. De la haute saison. C'est le trade le plus sous-estimé. Sous-estimé tant que ça, j'ai l'impression que c'est tellement un chaînon manquant, tu vois, quand il est arrivé là-bas, on s'est tous dit, mais mec, c'est ce qu'il leur faut. Un gars qui connaît le chemin pour être champion, un athlète, un bon défenseur et surtout un mec qui apporte de l'adresse. Il est d'une adresse redoutable. Il ne rate rien KCP sur ses playoffs. Que des tirs très propres, que des tirs à lui. Il n'y a rien de chelou. Des remontées, attraper, tirer, il ne s'invente pas de vie. Mais même quand il est... Comme tu mets 2-3 paniers, qu'il est bien en rythme, il ne sort jamais de son registre. Et ça aussi, c'est une qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il sait ce qu'il sait faire, il sait ce qu'il ne peut pas faire et il fait tout le temps ce qu'il sait faire. Clairement. C'est clair. On parlera de Michael Porter Jr. Je pense en éventuelle finale, il y a beaucoup de trucs à dire. Pour l'instant, il est tellement adroit, il apporte tellement offensivement et on oublie qu'en fait, tu sais, les mecs, quand ils sont bons en attaque, quand ils mettent des grands tirs ouverts, ce qui n'est pas le cas des Lakers, on oublie ces petits manques d'énergie, de rebond, de défense, parce qu'il punit. Il a un truc quand même, ce mec. Je sais pas ce que t'en penses, Nico. Il a une surconfiance en lui. Il joue comme un All-Star.
Et depuis ses premiers pas, Michael Porter Jr., il a un truc en lui qui est vraiment différent des autres. C'est pour ça qu'il a été payé cher. C'est pour ça qu'ils lui font confiance malgré les blessures. C'est pour ça qu'ils acceptent certains manquements. Il a vraiment un espèce de potentiel énorme. Mais là, c'est le moment sérieux de l'année. Mike Malone accepte ses manques défensifs clairs parce qu'il est capable de te faire péter un match en attaque. Et puis il fait l'effort quand même. Hein. Attention, il n'est pas non plus en mode passoire. Hein. Il fait l'effort quand même. Mais c'est vrai que c'est limite le joueur qui ne coache pas, j'ai l'impression. C'est bon, toi, t'es là, dès que t'as la balle, tu tires, et t'essayes de fit par rapport au système. C'est un peu ça, en fait, Porter Junior. Mais avant, il sait maintenant, sa sélection de tir est beaucoup mieux qu'auparavant. Et il force moins. Et là, dernier match, il a fait son record en carrière de passes d'ess. Oui. Il fait 6 passes, je crois. Il a profité de toute la défense sur Jokic. Clairement, t'as raison. À l'opposé, la exactement. Exactement. Il fait les extra passes. Toi, il y a des tirs qu'il devait prendre. Maintenant, il les prend plus. Il fait la passe. Il fait un bon tir. Maintenant, un meilleur à côté. Donc, il fait l'extra passe. C'est l'évolution de ce joueur-là aussi. C'est très bien. Bon, écoute, on a beaucoup saucé Mike Malone et ses ouailles. C'est bien normal. On parle un petit peu des Lakers et ensuite, on ira sur le 0-3 qui n'a jamais été remonté dans l'histoire de la NBA. Parlons des Lakers. Il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Erwan, tu t'es rematé le match en replay une 3e fois aujourd'hui. Je sais pas, il y a beaucoup de choses à dire, à la fois si près, si loin, de belles choses. Un match 3 qui, d'après moi, devrait leur permettre d'être à 2-1. Malgré tout, ils sont à 3-0 et on a peu d'espoir pour eux. Moi, j'ai envie de commencer avec LeBron James. J'ai pas envie de... Magnifique le plan. J'ai pas envie de lui jeter la pierre. J'ai pas envie de lui jeter la pierre, loin de là, mais je trouve que, tu vois, en bossant un petit peu l'émission, LeBron James, son meilleur match des playoffs, c'est 30 points. Derrière, c'est 27. Je trouve que au début, on disait est-ce qu'il gère, est-ce qu'il... Et en fait, je sais pas, en fait, dans l'urgence, même mené 2-0, j'aurais aimé le voir... Enfin, après, il a 38 ans, quoi. Et pour la première fois depuis longtemps, avec des stats, et quand même encore à 38 ans, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, mais on est encore dans une attente, et peut-être même côté Lakers, dans une attente d'un LeBron James qui doit faire basculer les matchs, et aujourd'hui, il est plus autant capable de le faire, en tout cas. Tout de par lui-même, en étant un vrai numéro 1. Je crois que c'est l'info, moi, que j'ai. Il fait un seul match à 30 points, c'est le dernier match face aux Warriors. Je l'ai trouvé, il a beaucoup laissé la balle à Austin Reeves, ce qui a été plutôt une bonne idée. Mais sur les fins de match, naturellement, il est venu rechercher des ballons, jouer à plus porteur de balle, ce qui lâchait beaucoup. Donc, du coup, ça cassait par moments l'alchimie. Tu parlais des matchs qu'il devait prendre. Il y a pas mal de matchs sur les 2 fins de match qu'il y a, les 2 Money Times. C'est lui qui a les ballons en main et c'est lui qui les craque. Donc, on est peut-être en train, et honnêtement, la saison qu'il fait, elle est exceptionnelle à son âge, être en forme. Il tourne à 23, plus de 23 points encore sur les playoffs. C'est grand. Mais aujourd'hui, il va peut-être falloir réfléchir différemment côté Lakers, puisque tonton va être encore là. Mais pour moi, j'ai envie de commencer avec LeBron James, en fait. Nico ? Là où LeBron était bon contre les Warriors, c'est KD a été énorme, quoi. Il a juste dominé la série de début à la fin. Et là, la match-up, elle est quand même énorme, parce qu'il faut que défensivement, il soit aussi costaud, et qu'offensivement, je pensais qu'il est plus dominé Jokic. Parce que c'est quand même Jokic qui défend dessus. Donc, ça montre que Jokic, c'est quand même un défenseur un peu sous-estimé. Je dis pas que c'est le grand défenseur, mais ça montre quand même qu'il fait quelques trucs. Mais je pensais que KD, elle a fait le premier match à 40, mais je pensais qu'elle tournait à minimum 30 points de moyenne, moi. Par match, au minimum 30 points, un peu ce que fait Murray. Tu vois, c'est 3 matchs à minimum 30-35. Parce que c'est ce que LeBron a besoin. LeBron, il a besoin que Eddie soit aussi dominant pour que lui, après, soit à côté et fasse tournant. Parce que dans les matchs, il fait 27 et 12 passes, quand même, LeBron. Oui. Mais tu as besoin d'un Eddie à 35-40, quoi, pour gagner. Alors, toi, tu changes le curseur plutôt sur Eddie. Moi, je vais être entre vous deux. Pour moi, LeBron est clairement... Non, mais un devant, un derrière. Que le. Non, mais pour moi, LeBron est clairement dans un déclin. Il est moins fort qu'avant. Léger déclin. Non, il est dans un déclin. Il n'y a pas de raison. Mais LeBron est extraordinaire. LeBron est un joueur hors norme, un physique extraordinaire. On le voit encore dominer physiquement les matchs. Des comptes, des courses, des lay-ups. Il n'y a personne de... Pensez à Vince Carter, qui était un athlète extraordinaire. Pensez à lui à 38-40 ans. Il faisait plus ça, alors que c'était un des plus grands athlètes de l'histoire de la NBA. Super exemple, je suis fier de moi là-dessus. LeBron est sur un déclin. Comment ça se traduit? Par des matchs manqués en saison régulière, énormément depuis 3 ans, 3-4 ans depuis qu'il est aux Lakers. Et ça se traduit aussi par cette fin de match moins gérée, moins bien gérée. C'est-à-dire que LeBron est
un monstre de playoff, on le sait tous. Personne ne remet en cause ses qualités de fin de match ou sa manière de peser sur les matchs. Mais les Lakers ne gagnent pas avec un LeBron qui joue tous les ballons. Et j'ajouterais un LeBron qui oublie de jouer avec Austin Reeves et avec Anthony Davis. Il met 28 points sur le dernier match, Anthony Davis. C'est pour ça que je vous dis au milieu. Il mettrait 35 si LeBron avait choisi, dans sa tête, pas physiquement, dans sa tête, de continuer à jouer pour les autres. Il a commencé à rentrer dans ce défi de « vous me laissez tout seul, je vais prendre les tirs, je vais marquer ». Il en met 2 d'affilée et ça met un momentum incroyable des Lakers. Derrière, il continue à tirer sur des tirs ouverts. Certes, ils le sont, mais LeBron ne met plus ces tirs-là. C'est ça aussi le déclin, c'est que les tirs importants, il les met pas. Je dis pas que l'année prochaine, il les mettra pas, dans 2 ans, j'en sais rien. En tout cas, là, mon constat, c'est qu'il est sur la pente descendante et que LeBron, malheureusement, n'est pas capable de mettre ses gros tirs là où Austin Reeves a été capable, là où Anthony Davis, par sa domination intérieure, te permettra d'aller sur la ligne, permettra d'aller chercher des paniers faciles. On va rajouter, on va évidemment aller sur cette adresse à 3 points parce que c'est ce qui nous a sauté à la gueule et quelque part, dans la construction d'équipe aujourd'hui des Lakers, dans les fins de match, moi j'ai envie de dire qu'il doit les prendre. Pour l'instant, dans cette hiérarchie-là, il doit les prendre. Pour moi, c'est ce qui leur coûte le truc. Il est à 15,8% sur la série à 3 points. Sachant qu'il a mis son premier 3 points dans un 4e quart-temps dans le match 3 de tous les playoffs. C'est catastrophique. C'est fou comme stat, ça. C'est catastrophique. On est à 15%. Alors, il en prend pas des tonnes. 0,4 sur le premier, 0,6 sur le deuxième, 3 sur 9. Fait un peu beaucoup de prendre 9 tirs à 3 points. Mais là-dessus, il se le perd un peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le premier à avoir fêté Austin Reeves, à lui avoir filé des responsabilités. On se souvient notamment le match à Memphis où c'est Austin Reeves qui se termine. Je crois que la bonne formule face à Denver, quand ils ont les 2 matchs, serait été de faire ça. Je me souviens le match 2 à Denver ou le match 1 à Denver, c'est sur du pick and pop avec Austin Reeves, Austin Reeves met 2-3 points et ensuite il attaque un close-up, qu'ils arrivent à faire des choses. Écoute, voilà. Après, maintenant, ils ont, voilà, il y a eu des choses. 3-0, donc on peut pas. Je vous vois dans le chat. Tout le monde parle de blessure. Oui, il a mal au pied. LeBron n'est pas à 100%. Oui, mais en fait, on est en train de juger une série et ils sont menés 3-0. S'il y avait 2-1, je pense qu'on n'aurait pas forcément le même discours. S'il y avait 2-1, il aurait fait peut-être d'autres choix, des passes à d'autres. Comment tu juges, toi, Nico, la relation de LeBron avec les autres? Ils ont gagné les 2 séries d'avant, face aux Warriors et aux Grizzlies, donc 2 upsets, grâce à un LeBron qui, quelque part, donnait les responsabilités à quelqu'un d'autre dans l'équipe. L'ajustement a été très intelligent par rapport au match 1 de Denver, parce qu'au match 1, quand ils reviennent à -20, quand ils reviennent quasiment égalité, c'est parce qu'ils trappent LeBron. Ils switch et ils trappent LeBron. Et ça, c'est une connerie monumentale. Parce que c'est le meilleur playmaker de l'NBA, avec Jokic. Mais il est très, très fort. Et en fait, l'ajustement qu'ils ont fait, c'est que quand ils switch, ils laissent LeBron jouer 1 contre 1. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. LeBron est très, très, très fort, mais sauf qu'il met pas en place les autres. Et c'est pour ça que LeBron, pour moi, j'irais plus au poste. Ou c'est là qu'il faut qu'Eddie domine. Mais ils sont dans un problème. Je pense qu'ils ont trouvé les failles et les faiblesses de cette équipe que les Warriors n'avaient pas forcément trouvé, ou Memphis non plus. Ils sont en train de juste trouver les faiblesses, comment les battre. Et si les Lakers s'ajustent pas, mais il faut que LeBron, pour moi, il faut qu'il aille en bas. Alors, tu dis les Sinon, il va en faiblesses. bas, là, ça va être très difficile. Tu dis les faiblesses, tu penses à quoi, du coup? Très concrètement, c'est quoi les faiblesses des Lakers pour les battre? Le repli, hein. Là, Ah bon, ça c'est évident. Ah ouais, mais- Non, le repli, non, mais défensivement, Je pense qu'il y avait mais d'autres choses. je parle plus offensivement. Ouais, voilà, Je pense on plus est sur l'attaque. offensivement. Ah, Je parle non, mais plus le repli, c'est une offensivement. évidence. Parce que je joue offensivement. Voilà. Là, Alors, je suis vas-y, attaché dis-nous, Nico. offensivement. Je pense que offensivement, là, je trouve qu'ils ont des fois une galère à trouver parce que LeBron est, les Lakers, des fois, quand Eddie n'est pas en rythme, comme les films dans les cartons, là, quand on a pu le voir, c'est lui qui playmake tout le jeu. Le jeu est autour de lui. C'est une superstar. C'est comme Miami avec Butler. C'est comme tout le monde. Mais ils ont compris, en fait, comment casser ce jeu du playmaking de LeBron James. Et ça leur ferait très, très, très mal dans les fins de match. Après, défensivement, voilà, quoi. On sait très bien que les Lakers, depuis que Vogel est parti, c'est pas ils sont up and down. Même si ils sont très forts défensivement depuis les All-Star Break. Depuis les trades, ils sont bien rehaussés offensivement. Enfin, Depuis les trades, défensivement, ils sont clairement. bien. Mais après, c'est au-delà de la défense des Lakers, c'est juste que en face, offensivement, ils sont huilés, quoi. Ils sont forts, quoi. Ils sont huilés. Ils sont premiers de la conférence Ouest pour quelque chose. L'autre, il est 2 fois MVP et 3 plus double à chaque match pour quelque chose. C'est qu'ils sont forts, quoi. Ils sont très forts et en plus, ils ont appuyé là où ça fait mal, tu l'as dit. Donc, moi, je pense qu'ils ont réussi aussi à emmener LeBron loin du panier. On l'a vu quand même sur des drives encore, parce que c'est LeBron James qui aura toujours ça. Sur 2-3, c'est très dur de le contrôler, mais de manière générale, il l'a envoyé loin du cercle, il l'a envoyé loin même derrière la ligne à 3 points.
Et je crois et là je te rejoins complètement, je crois que la réponse offerte par les Lakers et par LeBron James, elle est pas bonne. Je pense qu'ils auraient peut-être essayé sur son playmaking, parce qu'on sait qu'il peut être dans le playmaking sur du pick and roll, sur de la création, mais aussi sur du post-up. On sait que c'est un... Ils ont beaucoup joué post-up, mais pas à la fin. Mais pas à la fin. Et Pas à la fin. je crois que la réponse adaptée, c'était celle-là. Ils l'ont repoussé loin en disant, vas-y, mets tes tirs, on va voir. Ouais. Et sachant que ça fait 10 ans... Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a marché. Mais il y a 10 ans, ça marchait déjà avec les Spurs. Non, mais ça marchait déjà il y a 10 ans. Donc, clairement, LeBron a une progression là-dessus. Mais malheureusement... Je me souviens qu'avec Miami, quand il gagne en 7, le match 7 à Miami, c'est mets tes tirs, on va voir. Il les met. Bonsoir, victoire. Victoire. Oh, ça rime en plus, c'est beau ça. Mais on est tous plutôt d'accord sur cette fin de match et sur le fait qu'il n'ait pas réussi à trouver les autres et sur la manière des Nuggets de terminer ces Lakers. Avant d'aller sur est-ce que les Lakers peuvent le faire, peuvent revenir dans cette série. Il y a quand même un homme là qui cristallise toutes les critiques. Il est en fin de contrat en plus, c'est D'Angelo Russell. C'est plus son niveau. Moi, j'en reviens un petit peu. Alors, ça fait beaucoup parler le truc sur Harden et Embiid la semaine dernière, sur les attitudes. Moi, j'en reviens. Et tant mieux pour le basket. Ça t'a plu, Nico ? J'ai kiffé. On a eu beaucoup de bons retours. Beaucoup de personnes m'ont envoyé d'ailleurs. Il y a même Alain Weiss qui est venu me féliciter. On est là, quoi. À Marcel Cerdan hier. Ouais. Moi, j'en reviens et tant mieux pour le basket, et tant mieux pour les petits qui regardent la NBA, c'est qu'à bout d'un moment, tu ne peux pas vivre sur ton talent, sur ton élégance naturelle. On va parler tout à l'heure de Melo, et ça a été des fois ça limite, à un autre niveau, mais ça limite aussi. Clairement, ça limite. Mais donc, au bout d'un moment, pour gagner des titres, il faut aller au charbon. Faut avoir le basket est un sport d'adresse, est un sport d'attitude. Juste en dessous de l'adresse, c'est l'attitude. Et l'attitude de D'Angelo Russell, ça peut pas être possible. Tu peux pas demander autant d'oseille, tu peux pas prétendre autant de choses. Et que les mecs en face, ils disent bah, c'est simple, ce qu'on va faire, on va attaquer Dilo sur chaque attaque. C'est quand même... Ça, c'est pour moi le comble d'un mec qui veut pas faire les efforts. Je sais pas ce que tu en penses, Nico, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Pour moi, tous les mecs qui jouent en NBA sont des athlètes hors normes. Si tu es un athlète hors norme, c'est interdit que tu ne puisses pas défendre. Alors, les Nowitzki... Sur les fins de carrière. Il y a des mecs qui ont des faiblesses. Voilà, il y a des mecs il y a des mecs qui ont des faiblesses. Trae Young, par des qualités athlétiques peut-être moindres, par des physiques, je comprends. Ouais. D'Angelo Russell, je crois pas qu'il fasse partie de cette catégorie-là, en tout cas pas autant. Moi, je crois qu'au bout d'un moment, tu te condamnes tout seul. Et quand je vois le run que font les Lakers, l'alchimie qui s'est passée depuis les trades, comment à un moment donné, on les a vus comme des potentiels favoris. On attendait quand même face à Denver, mais comment on les voyait comme des potentiels favoris. Et comme même là, finalement, son jeu restera le même et que jamais il a réussi à faire l'effort plus, ben je trouve que ça met le joueur dans une catégorie de mecs sur qui on ne peut pas compter, parce que c'est pas un joueur que tu vas mettre 7e ou 8e, mais il prend beaucoup d'argent, ce garçon. Donc en fait, c'est juste un mec dans des équipes moyennes, voire nulles. Après, surtout, c'est les matchs que tu joues, la finale de conférence. Regarde, Denver, Porter Jr. et Jokic, t'es pas réputé pour être les plus gros défenseurs. Mais à un certain moment, tu fais l'effort je ne te demande pas non plus de te mettre le cul par terre et de défendre tout terrain, mais tu as un minimum, je pense, à montrer et à un certain niveau à monter. Et Denver le fait, avec des mecs qui sont pas forcément connus pour ça. Et les Lakers, faut qu'ils le fassent tous, vraiment, faut qu'ils le fassent tous, parce que pour arrêter une équipe en attaque comme ça, c'est impératif. Parce qu'ils ont besoin de Russell pour gagner. Et merci. Surtout offensivement, ils ont besoin de lui. Donc c'est sûr que si défensivement, il se met pas en rythme, du qu'on attaque, ça lui enlève ce rythme-là, ça peut être compliqué pour les Lakers. Moi, je vais vous dire un truc sur D'Angelo Russell. Depuis qu'il est aux Lakers, il est bon. Depuis qu'il est arrivé, il a fait du bien. Il a enfin amené de l'adresse et du talent sur la ligne extérieure. Il en manquait cruellement avant son arrivée. Il a été bon dans les matchs où il fallait passer au niveau supérieur. Donc les moments où tu passes... Vous savez, Nico, Erwan et moi, on sait pas, mais toi, Nico, tu sais combien le match pour passer au tour d'après, c'est le plus difficile. Il faut arriver à être vraiment parfait. Et dans ce moment-là, il a toujours été très bon. Voilà. Donc, je ne lui enlève pas le crédit de ce qu'il a fait. Le problème de D'Angelo Russell, c'est que c'est pas un bon défenseur, il a pas de canne, mais toutes ces choses-là, tu peux les gober. Si on attaque, t'es bon. Si on attaque, tu mets tes grands tirs ouverts. Non, mais c'est ça, parce que à un moment donné, tu vis et tu meurs avec les mecs qui sont là. D'Angelo Russell, il prend 31 millions parce que c'est un vrai talent de NBA. On connaît ses défauts. On en a parlé avec beaucoup de mecs qui ont joué avec lui, plus ou moins. C'est un mec qui a du talent. Donc, les mecs de talent, tu les attends où ? En attaque. S'il met dans, tu vois la phase où il met 2 grands tirs ouverts à 45 à gauche, là, et il fait 0 sur 2, à ce moment-là,
Darvin Ham, il doit lui dire, maintenant tu t'assois sur le banc, ça fait 3 matchs qu'on essaye, tu n'es pas bon, je suis désolé mon grand, le prochain match tu n'es pas dans le 5, on remet Malik Beasley, au moins il va se battre. Parce que si t'es pas bon en attaque, tu ne sers plus à rien dans cet effectif. Mais il faut arriver à ce moment de, c'est un constat, tu n'arrives pas à performer. C'est toujours ce truc très pragmatique du basket. Si tu veux pas défendre et que tu laisses ton mec mettre 20 points, mets-en 25 et fais-nous gagner. C'est comme les gens qui disent, tu sais, des fois en pro, on a entendu les mecs, moi je suis payé pour marquer des paniers. Jérémy Ménez. Je suis pas payé. Non, mais au basket, on les a entendus, ces mecs-là. Ménez, À tous les niveaux. On l'a vu même carrément. Ces gens-là, moi je suis pas payé pour défendre, je suis pas payé pour faire des passes, je suis payé pour marquer des points. Grand bien te fasse. Par contre, la camp de Taras, fais-moi gagner. Par contre, fais-moi gagner. Ouais, fais-moi gagner. Si tu veux jouer le bœuf avec le torse bombé, moi je suis là pour marquer des paniers. Mets-moi 15 dans l'année carton. Fais-moi gagner. Et à partir du moment où tu fais 0 sur 2 dans le money time, comme tu dis, viens t'asseoir, frère. En fait, c'est trop pour toi. Il y a quelqu'un qui dit Austin Reeves, par exemple, est trop perméable. Oui, Austin Reeves est pas un très bon défenseur. Mais 2 choses. 1, l'attitude. Il se jette sur les ballons, et 2, C'est ça, Austin ouais. Reeves, c'est un joueur hyper fiable d'attaque. Ouais, c'est clair. Putain, c'est clair. Mais après, toi, tu te mets en rythme défensivement. Je te dis, tout le monde n'est pas Joe Holiday ou Marcus Smart ou KCP ou tous ces mecs-là. Tout le monde n'est pas ça. T'as pas les mêmes capacités, les mêmes aptitudes, je veux dire. Après, mais t'as un effort à faire. Si toi, tu poursuis, tu te lâches, tu sautes, tu plonges, tu fais de l'effort. Tu vois, c'est ça qui est important. Jean Russell, il est du niveau de Jordan Poole. Je vois dans les commentaires. Mais ça, vous avez raison. Mais ce que dit Nico, plonger, se battre, l'attitude, ça peut gommer plein de choses. On n'est pas tous des Tony Allen. Ça, par contre, je le crois sincèrement. Par contre, dans l'attitude, tu peux gommer plein de choses par l'intelligence et par l'envie. Si t'as pas envie, à ce moment-là, n'oublions pas que ce mec-là était censé être le meneur d'un projet à Minnesota et qu'ils lui ont dit, oh frérot, va-t'en, parce que t'étais pas là-dedans. Et aujourd'hui, on s'étonne presque encore que ce mec-là ne soit pas le joueur qu'il faut côté de LeBron et Anthony Davis pour aller gagner un titre. Finalement, c'est pas surprenant. Depuis les Nets où il nous avait régalé, il est dans la logique. Il est dans la logique de ce qu'il veut être, parce que c'est la faute de personne d'autre. Il était allé aux Warriors, ça n'a pas fité, ils l'ont pas gardé. Ils ont été intelligents. Bon, le coup, c'était l'intelligence du. Après, il va à Minnesota où il est censé, avec son pote Kat, amener un nouveau. Ils l'ont viré. Et là, alors, il a fait des bonnes choses aux Lakers, mais dans du scoring. Oui, finalement. On peut le dire aussi. Et pour être scoreur dans une équipe qui joue le titre, ou dans laquelle tu veux pas défendre, en fait, tu n'es pas assez fort. On aurait été très surpris qu'il soit le meilleur titulaire d'une équipe championne. Voilà. On peut le dire aussi. Enfin, on verra le reste, puisqu'on rappelle Austin Reeves, bien sûr, Rui Hachimura sont en fin de contrat, mais D'Angelo Russell aussi. Je parlais de ces joueurs-là parce qu'ils sont très bons, mais il faut quand même qu'on ouvre cette petite parenthèse, les amis, parce que là, il est 22h47 et que dans 3 heures, il y a le match 4 entre ces deux équipes. On va regarder d'ailleurs, Tom, pendant que tu es en train de te branler la nouille, les cotes de ce soir. Je suis curieux de savoir si les bookmakers, qu'est-ce qu'il y a. Il y a un mec qui pose une question intéressante dans le chat. Il dit, mais il a quoi Erwan dans les cheveux? C'est intéressant. C'est complètement con. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Bon, très bien. Bravo. Alors, je regarde vite fait pour les bookies. Bien sûr, Nico ne donne jamais son avis sur ça. Au-delà de dire qui va gagner, qui va perdre, c'est intéressant de voir les tendances entre favoris et outsiders pour ce match. Les Lakers sont tout de même favoris. Il est temps qu'ils prennent un match, pendant que les Nuggets sont à 2,30. Alors voilà, on a regardé ça. C'est toujours intéressant. Erwan, je te pose la question. Il y a 3-0 pour les Nuggets. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs à domicile. Le 3e à Los Angeles dans un bête de match. Est-ce que les Lakers, contrairement à ce que nous raconte l'histoire de la NBA, ça fait 75 ans, ils sont capables de revenir dans la série. Et je dis revenir, me dis pas ils gagnent un match, ça peut-être. Non, pour moi, ils vont prendre le match là, je l'espère, et j'ai envie pour eux parce qu'ils ont mis des briques, et on aura l'occasion d'en reparler un peu dans plusieurs jours. Ils ont mis des briques en place, et pour moi, c'est important. C'était pas un all-in sur cette saison pour moi, les Lakers. Et ce qui s'est passé depuis février avec les trades là, c'est intéressant. Et mine de rien, l'année prochaine, il va falloir continuer à grandir là-dessus. Maintenant, je les vois prendre un match et prendre un gentleman sweep tranquille à Denver. Aujourd'hui, pour moi, on l'a dit dès le début, c'est le point de départ de cette vidéo. En face, Denver est bien plus fort que les Lakers. Voilà, donc non, ils ne reviendront pas dans cette série. Je vois pas comment. Nico, ça n'a jamais été fait dans l'histoire, 0-3. On a vu des 3-1, bien sûr. D'ailleurs, LeBron est revenu 2 fois dans sa carrière de 2-3-1. Mais est-ce que les Lakers peuvent le faire? Est-ce que c'est possible, imaginable? Oui, c'est imaginable. Enfin oui, c'est pas impossible, parce que il y a un truc qu'il faut comprendre en NBA, parce qu'au-delà du spectre incroyable que tu vois ça, c'est dur de gagner un match en NBA. Donc c'est dur pour Denver de gagner aussi un match. Faut que tu penses à ça. Faut que Denver gagne ce soir. Ils mènent 3-0, mais ils ont rien fait. Donc si tu prends les matchs les uns après les autres, c'est pas impossible. Surtout que ce soir, enfin c'est une question que je pose, c'est pas mon avis, c'est une question que je pose. Est-ce que ce match est un match de legacy pour LeBron?
Non, non, moi je peux. Non, je pense pas. Pour moi, le match de la série de Legacy a été plus importante face aux Warriors de battre Steph Curry, c'est-à-dire reprendre l'avantage sur l'autre meilleur joueur de la décennie, que là, perdre 4-0. Il a déjà perdu 4-0. On l'a vu de nombreuses fois être dominé. Ça passera comme ça dans son histoire. Voilà. C'est mon avis. Un sweep, ça reste toujours vilain. Mais c'est déjà arrivé. Bon, les Lakers l'ont fait, gros. Parce que Kobe, on parle de son. On en parle jamais. C'est vrai que tu as raison. Le duel face à Curry champion en titre avait peut-être plus de valeur. Maintenant, je reste persuadé. C'est plus un exploit d'être en finale de conf que de perdre 4-0 contre mais eux, il n'empêche qu'un sweep, ça reste vilain. Et puis après, on sait que la Legacy, chacun a sa définition. Hein. Et tu auras toujours des mecs qui vont te dire il s'est fait sweeper par les Nuggets. Magic s'est fait sweeper en finale. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Donc moi, je te réponds que. Ça arrive. En revanche, c'est vilain de finir sur un sweep. Je rejoins Erwan. Ah oui. Gros, il y a un match à domicile. Ils ont été invaincus à domicile. Gros, de perdre ce soir, c'est chaud. C'est chaud. Disons que tu rentres chez toi et tu passes les 3 ou 4 mois là d'intersaison, pas avec le même sentiment que si t'es revenu à 4-1, voire 3-1, voire 3-2, en t'offrant une chance. 3-2, j'imagine pas. Je sais, mais c'est pas la même narrative. Tu finis pas sur la même note. Ah oui, c'est sûr. Ah, ça donne un goût amer, hein, pour pas dire autre chose. Hein. Bon, sachez que dans le chat, vous avez voté. Vous êtes Parce qu'après, s'il gagne ce soir, ça fait 3-1. Denver à la domicile, la pression un peu sur Denver, parce que merde, faut qu'on gagne domicile, sinon on retourne à LA. Après, honnêtement. Ça, c'est un mec qui l'a déjà fait. Nico, battre une équipe 4 fois en playoff, très compliqué. Battre une équipe 4 fois quand elle t'a botté le cul 3 fois, encore plus dur. 2 fois, on a vu. 3 fois, on n'a jamais vu, quoi. On l'a jamais vu. Gagner un match en NBA, gagner un match de playoff, c'est dur. Ouais, mais dur pour les Lakers aussi, ça a l'air plus dur pour les Lakers que pour Denver. C'est Nico. dur mais ça peut être dur pour Denver aussi, parce que qui te garantit que Denver, ils vont sûrement gagner, mais qui te garantit à 100% que Denver va gagner ce soir? Ah non, moi je vois les Lakers gagner ce soir. C'est dur de gagner un game, hein. Et qui dit qu'après, dans 2 jours, ils vont regagner encore? Bon. C'est un peu chaud aussi, tu vois. Bon, après, c'est rationnel de dire que Denver va gagner la série. Je pense que oui, mais c'est pas fini. T'as déjà été mené 3-0, toi, en playoff? Ouais. Et qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se raconte? Qu'est-ce qui se dit quand t'es mené 3-0? Bah, tout le monde sort l'exemple de Red Boston Red Sox. De toute façon, nous, j'étais avec Portland. C'est comme ça pas du basket, contre les Spurs. En 2004. Ouais, mais c'est la seule équipe du pro américain qui est revenue à 2-3-0. C'est la seule. Ils étaient menés 0-3 contre les Yankees, ils sont revenus, ils ont gagné 4-3. Donc tout le monde sort cet exemple-là. Et nous, on est sortis, on était contre les Spurs 2014, on a gagné le match 4, ouais, mais on n'a pas dû en 5. Mais bon, c'est chaud quand même comme comeback. Et ça arrivait qu'au baseball une fois. Ouais, donc c'est très, 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 très improbable. Voilà, il y a eu 149 séries avec 3-0 dans l'histoire. Donc on est à 149-0. Et encore, c'est normal. Ouais. Voilà, hein, c'est normal. Quand tu mènes 3-0, normalement, tête sous l'eau, c'est finito. Et on parle de gagner dans la série, hein, pas de gagner 4-1. Il y a les ajustements basket dans lesquels ils sont dominés. Il y a l'aspect psychologique dans lequel ils sont dominés. Bon, après, quand tu es mené 3-0 en général, c'est le package complet. Mais là, T'as vu la déclaration de LeBron après le match, oui, hein, il a c'est dit, une série en 1. C'est une série en 1. On est obligé d'être dans cet état d'esprit-là. Ce qui est bien avec LeBron, c'est qu'il est toujours relax. Hein. Quel que soit le score adverse de sa série, il est tranquille. Bon, en tout cas, voilà, 2h30 ce soir, 4e match entre les Nuggets et les Lakers, en espérant qu'ils prennent un match. Quand même, comme ça, on pourra en discuter jeudi, avec un match qui aura lieu la veille, puisque le match 5, s'il a lieu, aura lieu mercredi soir. Et puis, si les Lakers perdent, on pourra prendre le temps ensemble de faire un état des lieux et de ce qu'il faut faire, parce qu'il y a beaucoup de choix à faire pour Rob Pelinka, hein, bien sûr, les gens en fin de contrat. Il y a Kyrie Irving, là, dont on parle énormément. Hein. S'il était là, il serait peut-être un peu meilleur, mais c'est un autre débat qu'on pourra avoir jeudi dans le First Day Show. Voilà, et je vous rappelle d'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent, je suis trop fan. Bah oui, je suis fan, frérot. Si vous nous regardez sur YouTube, sachez que maintenant tout est en podcast. Donc sur toutes les plateformes, vous pouvez nous écouter dans le métro, dans la voiture, etc. sans avoir d'accident, puisqu'il y a le petit écran de YouTube qui est là. On le fait vraiment pour vous, parce que pour nous, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment pour la famille qu'on le fait. Voilà.